Mais écoutez, je suis heureux d'être là parmi vous. Heureux parce que, bien sûr, je suis dans la commune de Bernard de Vic. Et effectivement, comme il l'a dit, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Nous avons appris à nous connaître et les mots qu'il a prononcés me touchent particulièrement parce que je sais aussi qu'il a croisé beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr, dans sa vie, des hommes de valeur avec derrière des expériences professionnelles fortes et les mots qu'il a prononcés, la confiance aussi qu'il a mise en moi, puisqu'on a travaillé ensemble et il est mon président dans mes activités professionnelles, eh bien, me touche particulièrement. Donc, merci Bernard pour les mots que tu as prononcés. Je vous remercie aussi d'être venu. Je sais, je le dis à chaque réunion, mais je sais que le soir, en plus il commence à faire beau, on a bien envie de rester un petit peu sur la terrasse du jardin ou sur le balcon et se déplacer, faire l'effort de venir, à la fois quand on est citoyen pour essayer d'avoir de l'information, mais aussi vous êtes un certain nombre de marcheurs qui m'accompagnent depuis maintenant plusieurs mois, et donc je vous remercie les uns et les autres d'être là avec nous ce soir. Cette campagne, nous l'avons voulu de proximité. Nous avons voulu être au plus proche du terrain, nous avons souhaité être au contact de la population et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé beaucoup de réunions, de nombreuses rencontres avec la population et nous avons articulé et rythmé ces 4 semaines de campagne. 4 semaines de campagne au plus proche de la population, que ce soit dans les quartiers à Narbonne, tous les quartiers de Narbonne, mais aussi toutes les communes et les différentes structures qui sont structures associatives et autres. Hier après-midi encore, je suis allé rencontrer le conseil municipal de Feuillat. J'étais le seul candidat à être allé jusqu'à Feuillat, mais comme je disais avec monsieur le maire de Feuillat, effectivement, pour un candidat, c'est tellement plus simple d'aller faire un immeuble à Razembault. Il a plus de chances en 1 heure dans l'immeuble de rencontrer des électeurs que d'aller à Feuillat. Mais pour moi, dans la vision que nous avons d'un territoire, il est important que nous ayons une vision qui est sur la totalité du territoire et il est important que nous soyons vraiment en lien avec notre territoire pour un certain nombre de raisons que je vais exposer tout de suite. Nous avons organisé aussi notre campagne autour de 4 grandes rencontres, ou en tout cas 4 temps forts. Le premier a été à Gruissant il y a 2 semaines, le deuxième était à Montredon, géographiquement donc sur cette commune du canton qui est le canton de Narbonne, qui regroupe les communes de Bizané et autres. J'ai aussi parlé de monsieur De Vic à Montredon, puisqu'il est né à Montredon, hein, et donc il suit comme ça un petit peu mon parcours. Nous sommes aujourd'hui à Cave pour parler de ce territoire, mais parler aussi de notre projet. Et nous finirons la semaine prochaine, mercredi prochain, le 7, sur le grand meeting que l'on appelle le grand meeting de Narbonne, où là nous allons terminer sur un exposé plus global sur ce que nous souhaitons faire. Nous avons essayé aussi de donner un certain nombre de thèmes. Donc à Gruissant, nous nous sommes présentés avec Marie-Lou sur la réunion que nous avons eue à Montredon. Nous avons plus parlé d'aménagement du territoire, puisque vous le savez, sur Montredon, il va y avoir les grands projets de zones d'activité, le pôle santé, mais aussi la fameuse gare TGV. Et nous avons parlé aussi de zones d'activité économique, de développement économique, puisque c'est là, sur cette commune-là, qu'un certain nombre d'aménagements vont se faire avec Névian et autres. Ici, nous avons souhaité aborder bien sûr d'autres thèmes, et si vous le souhaitez, vous pourrez me poser des questions tout à l'heure à l'apéritif ou avant de terminer la réunion, mais nous avons souhaité aborder 2 thèmes qui nous semblent importants. Le premier, c'est le thème de la viticulture, et le deuxième thème qui est intimement lié à la vie de nos villages, et Marie-Lou a parfaitement introduit cette question-là. Nous souhaitons parler de la vie de nos villages et notamment des évolutions récentes que nous avons, je dirais, vues, beaucoup subies et sur lesquelles les politiques nationales ne nous ont jamais particulièrement accompagnés et sur lesquelles nous souhaitons maintenant travailler et travailler de manière très forte. Mais avant de rentrer dans ce thème-là, sur ces thèmes-là, je voudrais quand même rappeler que nous souhaitons être des élus de proximité, nous souhaitons être au contact véritablement
de nos électeurs, mais aussi de la totalité de la population. Et c'est la raison pour laquelle nous avons au moins 3 engagements à prendre devant vous, et 3 engagements que nous serons obligés de tenir parce que nous sommes et nous voulons être des gens de terrain. Le premier engagement, c'est lié à la moralisation de l'action politique et de l'action publique. Nous en avons parlé un petit peu juste avant cette réunion avec Monsieur le maire, et nous avons là des enjeux majeurs. La France ne peut plus se permettre d'avoir des élus qui n'ont pas une éthique politique exemplaire. Et nous devons, là-dessus, en qualité de député, en qualité de suppléante, mais aussi progressivement toutes les catégories d'élus, nous devons avoir une éthique politique irréprochable. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis tout de suite, la loi qui est en cours de préparation sur la moralisation de la vie politique, je m'engage devant vous ce soir à la voter et à la voter immédiatement. Vous le savez, la question du cumul des mandats a été réglée, donc je ne vais pas y revenir, mais il est important, il est majeur que nous votions les lois qui tendent vers la moralisation de l'action publique. Certains d'entre vous doivent se poser la question, puisqu'on m'en parle dans la rue, donc certains doivent aussi se poser la question ici, du dossier actuellement Ferrand et les autres. Nous sommes en train d'avoir des informations qui nous arrivent de Paris, je ne vais pas trop dérouler ici. Jusqu'à présent, les juges ont, la justice a dit aucun soupçon d'illégalité. Mais tous les messages que nous avons, et j'y adhère parfaitement, je dis ça parce que c'est le téléphone dans la poche, tous les messages que j'adhère et que nous recevons, et j'y adhère immédiatement, c'est que s'il devait y avoir le moindre mise en examen ou le moindre indice qui tendrait à faire penser qu'il y a eu malversation, immédiatement, M. Ferrand ou les 3 autres qui sont éventuellement devraient démissionner, et nous n'avons pas à tergiverser sur ce genre de questions. Les Français ne peuvent plus le supporter, et plus généralement, la France n'a plus les moyens d'avoir des élus qui n'aient pas une éthique politique exemplaire, et nous nous engageons avec Marie-Lou ici devant vous, 1, à voter les lois qui iront dans ce sens-là, et 2, surtout, nous, à l'appliquer. La deuxième chose qui me paraît importante par rapport à cette proximité et être sur le terrain, c'est véritablement une connaissance des dossiers, une connaissance du terrain. Monsieur De Vic en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais ce territoire, de par mon histoire, de par les différents postes que j'ai occupés, je le connais et je le connais parfaitement. Je le connais aussi parce que j'ai eu la chance d'alterner des professions qui sont des professions, je dirais, d'intercommunalité dans le rural, mais aussi d'être DGS de la ville de Narbonne. Et donc je connais aussi parfaitement la ville de Narbonne. Mais bien plus que cela, je suis né à Narbonne. J'ai toujours vécu sur ce territoire. J'ai eu des activités sportives. J'ai fait énormément, quand j'étais jeune, de cyclisme. Alors ça ne se voit pas, hein, mais j'ai fait énormément de cyclisme. Et donc, aller à Feuillat n'était pas une découverte pour moi. J'y suis allé très souvent à Feuillat. Et hier, nous étions au club des socios, vous avez peut-être vu ça dans la presse, avec Marie-Lou, nous étions à la maison, nous étions en famille, et les représentants du monde sportif rugbyistique, on a rencontré un certain nombre de personnes, eh bien, on était entre nous. Et le fait d'être de ce territoire fait que je connais ce territoire. Je connais les dossiers, mais je connais aussi les gens de ce territoire, et c'est important. Nous avons besoin d'avoir des élus qui soient des élus qui connaissent particulièrement bien les dossiers et qui connaissent les gens. La troisième chose qui est imposée par cette proximité, c'est la nécessité de garder du lien permanent avec le territoire, y compris quand on est député. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons maintenant une loi qui fait que tous les cumuls, y compris députés-maires, vont être interdits. J'y suis favorable. Ça ne me pose absolument aucun souci, et je remercie une partie du conseil municipal de Villedaigne qui m'accompagne. Ils le savent depuis le début. Nous sommes partis dans cette logique-là. J'abandonnerai mon mandat de maire si je suis élu. Mais si on fait cela, on risque d'avoir des élus, députés, complètement coupés des réalités de terrain. Nous risquons d'avoir des élus, soit parachutés, soit qui passent leur temps à Paris et qui ne reviendront sur les territoires
uniquement que quelques mois avant les élections pour refaire un petit peu le tour des popotes et pour tout autant que les communes soient dans leur majorité, eh bien, on va voter pour ce député qui repartira à Paris. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, surtout sur un territoire comme le nôtre, où nous avons un ancrage territorial très fort. Et c'est la raison pour laquelle je milite à la fois pour avoir un lien très important avec le territoire. Et je proposerai, dès que je serai élu, de créer un conseil de circonscription où, très régulièrement, je réunirai les élus de ce territoire afin de parler des grands projets qui sont les projets qui nous concernent. Moi, je suis absolument effaré de voir que nous venons de passer 5 ans sans avoir été une seule fois réunis par le député ou le sénateur. Donc on dit que l'on travaille pour nous, on vient de recevoir le bilan dans la boîte aux lettres, pas une seule fois on nous a consultés, collectivement ou individuellement, pour savoir ce que nous vivions concrètement sur les territoires. Ça ne peut pas durer. Un député doit être en lien avec les territoires, savoir quels sont les problèmes que nous rencontrons et comment on va les sortir. Je sais par exemple, à Cave, mais je pourrais parler d'autres dossiers, que ce soit à Pisanet ou ailleurs, qu'il y a un problème majeur sur la question des éoliennes et sur l'implantation des éoliennes. J'ai été très heureux d'entendre ce matin, je pense que je n'ai pas été le seul, le porte-parole du gouvernement dire que Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, avait clairement dit qu'il fallait trouver des solutions pour ces projets d'implantation des éoliennes, avoir des procédures qui durent 6 ans, ce n'est pas possible. Avoir des procédures qui vous empêchent d'avancer en permanence, ce n'est pas possible. Donc on est véritablement dans une dynamique, on est véritablement dans une logique qui va nous faire avancer, mais cela ne sera possible que si nous avons des élus qui sont des élus de terrain, qui connaissent les gens du territoire, qui sont en contact avec eux régulièrement, et c'est un engagement que je prends ici aujourd'hui avec vous ce soir. Parmi les dossiers qui sont les dossiers qui vont nous occuper, bien au-delà de la crise que nous sommes en train de vivre, c'est la question de la viticulture. Alors, je vois certains qui sautent immédiatement là sur les manifestations pour essayer à la fois de dire qu'ils s'occupent du dossier ou autre. Et bien plus que cela, nous, on a une démarche qui est une démarche beaucoup plus globale, je vais vous en dire quelques mots, et beaucoup plus intégrée. Nous avons en effet, ici, sur ce territoire, une économie qui est articulée essentiellement sur 2 pieds, le tourisme et la viticulture. Depuis trop longtemps, la viticulture n'est pas reconnue à sa juste valeur en termes de pilier économique. Or, pas plus tard qu'hier, je rencontrais un responsable viticole qui est le président du syndicat donc des vignerons indépendants, et il me disait aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert pour qu'il y ait un boom viticole, un boom positif, viticole sur notre territoire. Pour 2 raisons. La première, c'est que tous les acteurs de la filière, du point de vue étranger, sont en train de regarder de manière très précise ce qui se passe chez nous. Quand vous regardez les cotations américaines, les cotations asiatiques, ils sont en train de donner les meilleures notes aux vins qui sont issus de chez nous. Ça veut dire qu'il va y avoir une véritable demande et que le travail que nous faisons ici et que les viticulteurs font ici depuis des années est reconnu. La deuxième chose, et je le sais puisque j'ai des amis qui sont dans le Bordelais, nous avons ici du foncier qui n'est pas cher. Et donc nous avons un potentiel très très important de développement et nous devons accompagner ce développement. Donc nous avons d'un côté un potentiel énorme et reconnu, et d'un autre côté nous avons encore une filière agricole qui souffre trop. Là-dessus, Emmanuel Macron a pris un certain nombre d'engagements que je ne vais pas décliner, cela nous amènerait trop loin, mais vous les retrouverez facilement soit sur son programme, soit sur Internet. Par contre, ce que nous souhaitons faire avec Marie-Lou, et sur lequel un député a toute sa place, c'est 3 choses. La première, qui est pour moi fondamentale, c'est d'arrêter de tergiverser sur quelle est l'identité de ce territoire. Nous avons eu tout et rien. Nous avons été un carrefour de l'Europe du Sud. Nous avons été un territoire mosaïque. Nous avons été un territoire d'étang. Nous avons été un territoire de bronzés idiots. Nous avons été tout ce que vous voulez. Nous n'avons pas à choisir autre chose qu'un territoire viticole. Nous sommes ici un territoire viticole.
nous devons en être fiers, nous devons le porter de manière forte, le défendre, sans tergiverser et sans tourner autour d'un certain nombre d'interrogations qui sont plus des interrogations métaphysiques que des interrogations concrètes. Et là-dessus, nous devons avancer. Bien sûr, Cave, et c'est une des raisons pour lesquelles nous abordons ici cette question, en est un symbole. Cave porte en son nom la force du monde agricole et viticole sur notre territoire. Mais certaines personnes me disent, voyons, moi je suis là depuis 10 ans, je n'ai pas de viticulteur dans ma maison, dans ma famille. Et je leur demande, mais tu habites dans une maison récente? Oui. Eh bien, tu habites là où il y avait des vignes avant. Et ces vignes-là, elles ont été vendues et remplacées par ta maison. Donc tu as impacté par ta venue, tu as impacté le monde agricole. A l'inverse, si tu habites dans un village, un cœur de village, eh bien ta maison, elle a été, c'est sûr, faite par un vigneron, ou elle a été liée à la culture vigneronne de notre territoire. Et donc, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, mais surtout dans notre mentalité profonde, nous sommes ici un territoire viticole et agricole. Une grande partie d'entre nous portent dans leur nom des origines espagnoles. On sait très bien qu'il y a eu cette arrivée qui était une arrivée aussi liée à la guerre en Espagne, mais qui était liée aussi profondément au fait que l'on trouvait en termes d'ouvriers agricoles du travail ici. Et donc tout ça, nous l'avons et nous devons le défendre. Et je souhaite profondément porter au niveau national cette identité qui est une identité d'un territoire viticole fort et surtout fier de l'être. La deuxième chose sur laquelle je passerai beaucoup plus vite, c'est la question de la chaîne globale qui entoure le monde viticole. Un certain nombre de segments sont complètement oubliés. Or, nous devons avoir une logique globale et intégrer la question viticole dans sa globalité. Nous devons prendre aussi le viticulteur, non pas avec quand il s'installe, ensuite quand il est en pleine, en pleine production, et après quand il part à la retraite. Nous devons avoir une vision globale, une vision qui tienne compte aussi de sa famille. Trop souvent, on rencontre des viticulteurs retraités qui nous disent « on ne s'en sort pas, ma femme a travaillé avec moi toute sa vie, elle n'a pas de retraite ». Et donc nous devons avoir une vision qui est une vision complètement globale des choses. Et là-dessus, au niveau national, un certain nombre de propositions ont été faites par Emmanuel Macron, et ce sont des choses que je veux défendre. Enfin, la troisième chose, c'est, et la dernière sur cette question-là, c'est le modèle économique. Le modèle économique, pour avoir rencontré un certain nombre de professionnels et pour avoir discuté avec des experts sur la question, doit être complètement revu. On doit revoir le modèle économique. Avec, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples et beaucoup de choses qui sont à revoir, mais je ferai simple, je vous en citerai que 3. La première, c'est que le salaire du vigneron ou du viticulteur ne doit pas être la variable d'ajustement. Une fois que l'on a tout payé, quand il reste un peu d'argent, on ne peut pas dire, écoute, le peu qu'il reste, on va te le donner à toi. Il faut avoir une évolution, une réflexion qui est une réflexion inversée. Et là-dessus, Emmanuel Macron a proposé de créer ce que l'on appelle donc un revenu contre-cyclique. C'est un peu compliqué, mais c'est juste pour dire que lorsque le cycle naturel du prix du vin descend, eh bien, il y a une compensation qui va contrer le cycle qui descend. Et donc, là-dessus, ça a été proposé, c'est quelque chose sur lequel on doit se battre afin d'éviter que le salaire et le revenu du travail des vignerons soient la variable d'ajustement. La deuxième chose sur laquelle nous devons travailler, eh bien, c'est effectivement ce lien avec l'Europe. Vous le savez, il y a actuellement un problème avec l'Espagne. Il y a eu en 1976 des problèmes avec l'Italie. Et là-dessus, nous devons, contrairement à ce que proposent certains candidats, non pas travailler contre l'Espagne, contre l'Italie, mais nous devons tous travailler ensemble. Et là-dessus, je souhaite vraiment que nous réussissions à créer une dynamique et que ce modèle économique qui fait que nous avons mis, alors je ne vais pas dire les œufs, mais notre vin dans le même panier, eh bien, nous soyons capables de le voir différemment. Et c'est un point sur lequel nous devons travailler. Et après, le troisième et dernier, c'est la question du marquage. Puisque effectivement, je dois vous l'avouer, j'ai appris récemment que la problématique du marquage n'était pas tellement le fait qu'on vendait des vins qui étaient marqués vin d'Espagne à 1,50 € la bouteille, comme j'ai pu le voir. Ce qui pose véritablement problème,
c'est que l'on vend des vins au prix des vins français, en essayant de maquiller, même si c'est marqué en tout petit, qu'ils sont d'origine française. Et c'est là où on a un vrai problème, puisque notre cœur de marché à nous s'effondre complètement. Et s'il fallait vous en convaincre, mais s'il y a des spécialistes parmi vous, je pense que vous les êtes, que vous l'êtes convaincus, mais je le dis pour les autres, c'est que dans les rayons des supermarchés, dans la grande distribution, vous ne voyez pas de marquage vin d'Espagne. Vous n'avez pas le rayon vin d'Espagne. Vous avez Anjou, vous avez Bordelais, mais vous n'avez pas vin d'Espagne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une vraie demande du vin espagnol, il y a juste un marché qui permet de faire rentrer du vin, de plus ou moins l'étiqueter en faisant penser qu'il est de chez nous, et là-dessus, donc, on est en train de siphonner notre vin à nous. Et donc là-dessus, il y a quelque chose à faire. Voilà 3 exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais ceci doit rentrer dans une logique globale qui s'articule sur les 3 points que je viens de vous dire. Mais, ce que je voudrais vraiment dire sur cette question de la viticulture, c'est que tout à l'heure, je faisais les calculs. Est-ce que vous savez combien il y a de députés concernés par la problématique réelle du vin? Moins de 16%. Moins de 16%. La France est un grand pays du vin, mais concentré sur certaines régions. Et quand on fait le calcul, des députés du vin, entre guillemets, je vais oser dire ce terme-là, il y en a moins de 16%. Tous les autres sont plus impactés par des grandes cultures, sont plus impactés par l'élevage. Mais aujourd'hui, dans tous les candidats en France qui sont en train de faire des meetings comme moi, eh bien, vous en avez moins de 16% qui vous parlent du vin. Les autres vous parlent de l'élevage, vous parlent de ce que vous voulez, mais pas du vin. Par contre, vous avez des lobbying anti-vin et tout ce que vous voulez partout en France. Aussi, nous avons ici, si on veut s'en sortir, si on veut lever une vraie politique sur le vin, nous devons avoir des députés qui pèsent. Alors pas en poids, même si, voilà, mais nous devons avoir des députés qui sont des députés qui vont être capables de porter au niveau national un certain nombre de lois et d'être entendus. Moi, je veux bien la députée sortante qui ne cesse de dire « j'ai travaillé », sauf que sur le vin, aucune loi n'est passée. Aucune loi n'est passée puisqu'elle ne représente que 16% des députés du vin, et encore faudrait-il qu'il n'y ait pas des blocages politiques. Et donc, si on doit faire avancer les choses, il faut avoir sur ce territoire un député qui soit dans la majorité et un député qui sache se faire entendre. Et sur la question de se faire entendre dans la majorité, vous le savez, et sur la question de se faire entendre, surtout quand il s'agira de défendre le vin, vous pouvez compter sur moi. Dernier point sur lequel on voulait parler aujourd'hui, c'est nos villages, notre territoire. Nous avons aujourd'hui sur ce territoire, je vais prendre les chiffres de l'agglomération, même si la circonscription est plus petite, nous avons une augmentation de la population de 1,1% à 1,3%. En gros, chaque année, nous avons 2 villages comme Caves qui arrivent et sur lesquels il faut véritablement créer à la fois de l'urbanisation mais aussi du lien social. Et cette approche-là, nous l'avons d'un point de vue territorial intégré, on a fait un SCOT, les communes font des PLU ou font des cartes communales et on arrive à absorber ces populations. Par contre, d'un point de vue intégration et d'un point de vue lien social, nous sommes en grande difficulté. Ces populations sont en grande partie liées à 3 tiers à quelques chiffres près. Le premier tiers, c'est le solde naturel, ce sont donc les enfants qui arrivent. Le deuxième, ce sont des migrations qui sont des migrations plutôt locales, donc des gens qui étaient à Montpellier, qui viennent habiter ici, des gens qui sont à Toulouse, qui viennent prendre la retraite ici. Et le troisième tiers, ce sont des gens, j'ai envie de dire, qui viennent d'ailleurs, de France ou de l'étranger. Cette augmentation de population, nous n'avons mis en place aucun outil pour le gérer. Si ce n'est faire des lotissements, un autre immeuble et un lotissement. Mais nous n'avons pas, alors que nous sommes un des territoires français qui a la plus grande augmentation de population, nous n'avons jamais développé une véritable politique de prise en compte de cette évolution qui est une évolution majeure. Et donc, partant de là, nous avons un challenge à relever avec Marie-Lou et nous avons un challenge à relever au niveau national puis territorial, c'est comment
nous arrivons à mailler ces nouvelles populations avec les populations qui sont là depuis plusieurs générations. Et donc on peut continuer à se dire d'ici, pas d'ici, tu es de là ou tu n'es pas de là, mais ce discours-là, il atteint vite ses limites, et ce discours-là, on le retrouve aussi dans les urnes, et monsieur le maire en a parlé. Alors attention, il ne s'agit pas, comme c'était le cas au début, d'accuser les nouveaux arrivants de voter FN et de dire que les anciens étaient... C'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a un mal-être, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de soucis. Et ce que nous souhaitons faire sur ces territoires, c'est recréer une véritable dynamique. Sur cette véritable dynamique, il y a au moins 3 points sur lesquels on peut parler rapidement. Marie-Lou a parlé de l'approche numérique, du développement du numérique, et derrière le développement du numérique, nous devons avoir une vraie stratégie de développement économique qui n'est pas un développement économique imposé, mais qui est un développement économique intégré. Et nous avons fait de cela notre priorité pour pouvoir être véritablement sur des questions qui vont permettre d'avoir des développements sur nos territoires et non pas des gens qui viennent habiter ici et qui partent travailler tous les jours à Montpellier ou à Toulouse, d'autant plus que quand c'est le cas comme aujourd'hui qu'il y a une grue qui tombe sur la voie ferrée, eh bien, les gens ne peuvent plus rentrer chez eux, mais c'est encore autre chose. Donc on doit particulièrement être sur un projet économique qui est un projet économique intégré. La deuxième chose, c'est le lien social et notamment travailler sur l'éducation populaire. Nous avons complètement abandonné les questions d'éducation populaire sur nos territoires. Nous sommes sur l'éducation nationale. On demande beaucoup à l'éducation nationale, mais nous avons abandonné ce qui faisait notre force, qui était l'éducation populaire. Prendre les jeunes très tôt, leur apprendre à monter des projets, leur apprendre à s'exprimer en public, leur apprendre à défendre des idées de manière très structurée, et donc être véritablement sur une construction d'une jeunesse qui va recréer du lien social dans nos villages. Et donc, même si les parents on a sauté une génération, ne se connaissent pas, il faut que nos jeunes apprennent à se connaître. Et en cela, Marie-Lou m'aidera énormément, puisque elle l'a dit quand elle s'est présentée, Marie-Lou est je dis soit pur produit, je m'excuse, mais et a véritablement construit ce qu'elle est aujourd'hui, et je suis très fier qu'elle ait accepté d'être ma suppléante, parce que je suis très fier, parce que derrière on a cette réussite qui fait que quand on prend les jeunes, quand on travaille avec eux, quand on leur donne envie de monter des projets, eh bien on voit que ça marche. Et donc si ça marche, si ça a marché pour Gruissant, si ça a marché pour Marie-Lou, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas pareil dans nos villages, qu'on ne fasse pas pareil en ville. Et donc c'est vraiment un exemple, et je souhaite qu'on puisse travailler là-dessus. Et enfin, le dernier point, mais je passerai rapidement, c'est que nous devons avoir en tant que députés, et j'en ai déjà parlé, s'assurer que la commune, qui est le premier échelon du lien social, soit véritablement en capacité d'assurer ses missions. Depuis trop longtemps, les gouvernements successifs, ça a commencé sous Chirac, ça a continué sous Sarkozy et ça a continué sous François Hollande, n'ont eu qu'une seule obsession, vous le savez, c'est supprimer les communes. Et donc, derrière, c'est par ricochet, difficulté pour les habitants, avec un certain nombre de problèmes, de l'école jusqu'à la prise en compte des seniors. Ça ne peut plus durer. Emmanuel Macron, vous le savez, propose un contrat avec les maires, et nous nous battrons et nous essaierons d'avoir que les communes, et en particulier les communes de notre territoire, conservent des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir assumer les missions qui sont les leurs et créer du lien social, parce que ce lien social a toujours fait la force de notre territoire, et nous devons continuer à garder de la force pour relever les défis qui sont les défis qui s'ouvrent à nous dans les années qui viennent. Je voudrais... Je voudrais terminer en répondant, je ne l'avais pas prévu, mais en répondant aux 3 questions qui ont été posées dans le propos introductif. Et je voudrais donc, est-ce que c'est la fossilisation? Est-ce que nous sommes sur un déclin des partis traditionnels, ou un coup de talent, voire de génie? Je vais vous faire une réponse politique, un peu des trois. Je crois, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel Macron alors qu'il était encore ministre. Et
on était une quinzaine, je l'ai souvent raconté pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il disait ce que l'on se dit les uns et les autres quand on se voit et qu'on parle de la société de tous les jours. C'est qu'il a senti, bien avant les autres, qu'il était temps de porter au niveau national ce qui se passait au niveau local. Et aujourd'hui, dans nos villages, quand je fais le tour des conseils municipaux, qu'on discute, ils me disent à 80-90% tous les mêmes problèmes. Sauf que dès qu'on passait au niveau national, on nous expliquait que les problèmes que l'on avait au niveau local n'étaient pas des problèmes que l'on pouvait résoudre. Et que donc il fallait faire autre chose. Et là, on voit bien que Emmanuel Macron, il a à la fois compris que les partis traditionnels étaient totalement fossilisés et qu'aujourd'hui, les populations étaient dans l'attente d'autre chose. Cette attente, c'est une attente de renouveau. C'est une attente, je l'ai dit tout à l'heure, de moralisation de l'action publique. C'est aussi une attente de la force des territoires. Et il insiste beaucoup, et moi je suis très content qu'il insiste là-dessus, c'est redonner de la force aux territoires. Arrêtez de penser que sur les territoires, nous sommes stupides. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent se régler à Paris, mais nous avons aussi, nous, de l'énergie, nous avons de l'intelligence, nous avons de la force. Et cette force, eh bien, il faut que l'on s'en saisisse pour faire avancer les choses, pour faire avancer les dossiers et pour faire avancer notre territoire. Et pour cela, nous n'avons pas 50 choix. Nous en avons 2. Là, aujourd'hui, les sondages sont à peu près clairs et stables maintenant depuis une semaine. Emmanuel Macron a entre 30 et 33% d'opinion pour les législatives. Cela veut dire que Emmanuel Macron aura sans nul doute la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc pour nous, ici sur ce territoire, nous avons une question qui est simple. C'est soit nous montons dans le bateau, dans ce bateau qui a été voulu par les Français de renouveau, de renouvellement, de dynamisme, soit nous restons dans une logique qui est une logique d'opposition, avec un député ou une députée qui sera une députée d'opposition, et qui, au regard de tout ce que je viens de vous dire, ne pourra pas faire bouger les choses. Parce que déjà que le député du 20, il n'y en a que 16%, imaginez si en plus c'est quelqu'un qui est dans l'opposition. Imaginez si nous avons un député qui, chaque fois que l'on propose des lois, n'est pas dans une logique pour faire avancer notre territoire, mais une logique d'opposition telle que nous l'avons toujours connue. Mon parti dit qu'il ne faut pas voter ça, alors je ne vote pas ça. Notre territoire, ici, dans la Narbonnaise, n'a plus les moyens de se payer un député qui est un député d'opposition. Nous devons être dans la majorité. Et si vous êtes convaincu, comme je le suis, vous le voyez, eh bien c'est simple, il nous reste 10 jours. Il nous reste 10 jours à partir de maintenant pour aller chercher toutes les voies nécessaires, pour aller rencontrer les gens, leur expliquer que nous avons besoin d'être en marche, nous devons avancer. Je crois qu'il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas parler de politique, parce que la politique, quand vous voyez les partis d'extrême, eh bien ils en font sur les réseaux sociaux. Ils ne font pas de réunion. Monsieur Darro qui se présente aux élections, il ne fera pas de réunion en cave. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, il va balancer tout un tas de saloperies. Et il y a un certain nombre de personnes qui vont les lire. Pendant que nous, vous êtes ici, venus ce soir m'écouter, et je l'espère avoir partagé un certain nombre d'idées. Et nous, on va se dire, ben non, il ne faut plus parler de politique avec le voisin, avec la voisine, parce qu'on va se fâcher. Ça ne peut plus durer, parce qu'on voit où ça nous a amené. Et donc, il nous reste 10 jours. C'est peu. C'est peu, mais c'est encore suffisant pour aller chercher toutes les voix qui nous manquent, afin de donner à la Narbonnaise un député de la majorité, un député qui sera un député de proximité, et qui sera porté avec beaucoup de force et de conviction, tous les enjeux, toutes les lois nécessaires pour que nous puissions avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.